10 000 codeurs. Accompagner la jeunesse vers les métiers du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse. La jeunesse d'Afrique, la jeunesse de France, la jeunesse des Caraïbes, la jeunesse de l'océan Indien. Un emploi en 3 étapes. Découvrir le numérique, apprendre un métier, décrocher un emploi. À chaque étape, les professionnels prennent du temps pour accompagner les jeunes qui ont compris que le numérique est un vecteur d'autonomisation. Ce soir, attention, l'équipe Pinchasa, une fois de plus avec nous, pour notre plus grand plaisir. Ceux d'entre vous qui veulent créer des marques uniques, empathiques et profitables, vous êtes au bon endroit. Nous sommes le 3e mardi du mois et nos experts business design sont avec nous. Avec nous, la grande sœur Laetitia Massa. Dédicace. La femme est l'avenir du numérique en Afrique. Également avec nous, en plus de la directrice générale Pinchasa, le directeur administratif et financier Pinchasa, Maxime Dereux. C'est du lourd ce soir. Attention, étude de cas. Après Netflix. Après Facebook. Nous avons le cas Nintendo. Les entrepreneurs qui veulent être accompagnés par 10 000 codeurs doivent non seulement avoir le passeport numérique, mais également connaître chacun des cas d'études proposés par Pinchasa dans les webinaires Business Design. Soyez prêts pour des projets ambitieux, soyez prêts à avoir des marques qui sortent de l'espace africain, qui aillent à la conquête du monde. Ça se passe avec 10 000 codeurs, c'est tous les 3e mardis du mois, 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. There's beauty and power in simplicity. But here's the thing, doing business today is anything but simple. For leading brands, complexity is on the rise. And that's where Pega comes in. We build software for crushing business complexity. We're not afraid to take on the hard stuff. From quick fixes to big changes and everything in between, we help you maximize value with personalized, relevant customer engagement. Solve problems faster with streamlined customer service. And boost efficiency with intelligent automation. Pega simplifies your technology from the center out, one customer journey at a time, so you can get work done, get results, get ready for what's next, and save customers and employees time so they can get back to what matters most. Ready to crush complexity? Let's get started.
Réduisez la complexité avec Pega, notre partenaire stratégique et notre sponsor. Réduisez la complexité avec Autodesk, notre partenaire et notre sponsor. 2 multinationales américaines qui investissent dans Dimi Coder. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris le truc là? Ça veut dire que c'est des Américains qui mettent de l'argent dans une association francophone. Vous avez compris? Vous êtes au bon endroit. Réduire la complexité. Par exemple, Apple, c'est pas complexe. Mais c'est unique, c'est empathique et c'est profitable. Voilà l'objectif. Les experts qui sont avec nous aujourd'hui, là, c'est ça qu'ils veulent. Faire de vous les Apple de votre secteur. Parce que créer une entreprise, là, c'est facile. Mais créer une marque qui soit unique, empathique et profitable, ça, j'ai compris qu'avec les experts de Pinchasa, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'ils sont là. En tout cas, nous, là, les experts de Pinchasa, on en a profité. Ils nous ont rendu des grands services. Vous vous rendez compte, de plus en plus de personnes me disent « Mais Douglas, ton site internet, là, des Dimi Coder, ça a un peu changé. Hein. C'est moins complexe. » Est-ce que vous voyez? Le site de Dimi Coder, en un an, c'est moins complexe. Et grâce à qui? C'est grâce à Pinchasa. Moi, je ne peux pas vous mentir. Vous savez, il y a des gens, ils gardent des secrets pour eux. On ne dit pas, tu as acheté un bon habit quelque part, tu gardes, tu dis, ah, comme si c'était ton magasin. Non. Pinchasa a changé la vie de Dimi Coder. Je vous le dis, et ce n'est pas fini. Hein. Parce que là où ils sont là, ils vont même trop vite pour nous. On a dit qu'attendez d'abord. Pardon, attendez un peu, doucement. Vous allez trop vite pour là. Calmez-vous. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous savez, comme Boubacar, notre fidèle, bonsoir Boubacar qui est avec nous, il est là, il nous a donné son petit poste. Bonsoir mon équipe. Vous avez vu, il a personnifié. Ça veut dire que Boubacar, lui, quand il vient ici, c'est son équipe. Un peu comme vous avez votre iPhone. Vous avez vu, ce n'est pas votre téléphone, hein, c'est votre iPhone. Lui, maintenant, c'est mon équipe. J'en déduis qu'il a compris que le rendez-vous que nous avons aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui est unique, qui est empathique et qui est profitable. Donc, nous, on est très, très contents. Alors, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à l'entrepreneuriat. Si vous êtes là, peut-être que vous êtes un des ambassadeurs de Dimi Coder. Peut-être. Et si vous êtes là, c'est simplement parce que vous avez envie de pouvoir découvrir une nouvelle facette d'une nouvelle marque, une nouvelle étude de cas. Dans la nouvelle formule des webinaires Business Design, tous les 3e mardis du mois, avec Dimi Coder et Pinchasa, nous présentons des études de cas. Moi, j'adore des études de cas. Et si vous voulez être accompagné par Dimi Coder, attention, non seulement il vous faut le passeport numérique, ça c'est obligatoire, mais en plus, il faut que vous ayez vu toutes les études de cas de Pinchasa avant de postuler. Vous avez compris, non? Chez Dimi Coder, on est inclusif, mais on est exigeant. C'est comme Pinchasa. Vous allez voir, ils sont gentils, hein? Mais quand vous êtes avec eux en tant que client, il faut vous calmer seulement. Ça dit qu'ils vont vous cadrer. Ils vont vous cadrer, ils vont dire, ah non, mon petit, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Non, tu marches ici, c'est comme ça. Donc, c'est important, d'accord? Mention spéciale, donc salutations à vous. Installez-vous confortablement. On va parler de Nintendo aujourd'hui. Et un petit clin d'œil aux ambassadeurs Dimi Coder, à ceux qui ont le passeport numérique Dimi Coder et qui sont en train de vouloir être accompagnés vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est très important. Parce que parmi les personnes que Dimi Coder accompagne, il y en a, figurez-vous, qui sont des entrepreneurs. Et je vais vous donner 2 exemples. Vous voyez, sur notre cartographie des ambassadeurs, vous savez, hein, sur dimicoder.com/ambassadeur, vous avez la possibilité de façon interactive de voir, voilà, tous les différents ambassadeurs de Dimi Coder. Par exemple, ici, là, je suis ici, par exemple, au Mali, etc., etc. Et je voudrais vous présenter 2 des ambassadeurs. Il y en a un qui est en RDC, il y en a un qui est au Bénin. Et il est au Bénin. Et figurez-vous que lui, il a créé une structure là-bas. Le voici. Il s'appelle Jean Apôtre Écou. Voilà. Et Jean Apôtre, il a créé une structure. Donc, c'est un entrepreneur. Donc, c'est aussi à lui que ce type de webinaire s'adresse. Un autre, c'est au niveau de la RDC. Au niveau de la RDC, il y a un ambassadeur, d'accord, qui s'appelle Herman.
Herman Gombu, qui est aussi, lui, un entrepreneur à fort potentiel. On l'a validé et c'est très intéressant. Voilà, Herman. Donc, ces deux-là, ce sont des entrepreneurs. Et c'est intéressant, c'est aussi pour eux qu'on prépare ce type d'événement, puisque c'est aussi ce genre de personnes qu'on veut accompagner. Il a son passeport, pas de problème. Il a le passeport. Il regarde les webinaires entrepreneuriat, il regarde les webinaires business design. Et dès qu'il nous aura montré ça, là, en fait, on va l'accompagner. On va peut-être le mettre en relation avec Pinchasa, on ne sait pas. Et puis, si on a des sponsors, on va financer l'accompagnement par des gens comme Pinchasa de leur idée. Mais j'ai déjà trop parlé, il est déjà 20h13. Attention, 3, 2, 1, nos experts sont avec nous. Bonsoir Laetitia, bonsoir Maxime. Bonsoir Douglas, merci à toi de nous recevoir, on est très contents à nouveau d'être avec vous tous. Bonsoir spécial à Boubacar, un habitué maintenant. Absolument. Et effectivement, tu es parmi nos clients qui nous répètent ou qui nous rappellent en fait qu'on a toujours plus d'ambition pour vous que vous-même. Absolument. Donc, on va toujours trop vite. Mais ça finira par se produire, tout ce qu'on a commencé à travailler ensemble. Et effectivement, il y a des petits changements qu'on voit déjà. Donc, on est ravis de continuer à voir ça. Sans plus attendre, on va quand même aborder le cas Nintendo, puisque absolument. Là, qui sont là que pour ça. Est-ce que mon écran se voit? Oui, la régie va faire apparaître le cas Nintendo. C'est parti. Ok, alors le cas Nintendo, je ne vais pas tout vous révéler en 2 secondes maintenant. Je vais d'abord vous rappeler quand même les fondamentaux, puisque certains vont suivre ces webinaires pour pouvoir réussir leur passeport. Absolument. Le business design, nous, chez Pinchasa, on l'utilise comme troisième, le premier en fait, levier de profitabilité des entreprises. Ok? Pourquoi? Parce que le but d'un entrepreneur, ce n'est pas uniquement de se dire entrepreneur, ce n'est pas non plus uniquement de générer même des revenus, c'est surtout de garder des revenus après qu'il a payé toutes ses charges et qu'il a vendu tous ses produits et services. Le business design, donc, c'est un levier de profitabilité. Au-delà du brand identity design, dont on a énormément parlé l'an dernier, et de l'experience design également. Dans le business design, il y a ce qu'on appelle le business model innovation. La majorité des gens connaissent le business model Canva. Ce dont nous parlons, ce n'est pas uniquement du business model Canva, c'est même carrément de toute autre chose. C'est ce qui fait exploser la profitabilité des entreprises qui savent comment l'utiliser. C'est donc le business model innovation. Alors, c'est quoi le business design? Empathie, méthodologie donnent ensemble du profit. Avoir de l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre, et c'est ce que Pinchasa aide les entreprises à faire, se mettre à la place de leurs clients les plus pertinents. La méthodologie, c'est celle du design. C'est un ensemble de process qu'on ne va pas détailler ici, mais c'est en gros une méthodologie qui permet de trouver de l'innovation, trouver du profit et de le faire sainement. Et vous combinez l'empathie et les méthodologies design et vous arrivez généralement à beaucoup plus de profit que la majorité des entreprises de votre secteur. Pourquoi faire du business design? Ça, c'est ce qu'on rappellera encore une fois. La majorité des gens qui vont en école de commerce apprennent à gérer un business, ce qui est extrêmement important parce que pour pouvoir gérer un business, c'est pouvoir reproduire les succès qui ont déjà eu lieu avec des recettes qui sont connues, dans des environnements connus et avec des conséquences dont on sait qu'elles vont se produire si on fait ce qu'il faut faire. Donc, le business management, c'est important. Mais dans un monde comme aujourd'hui qu'on appelle VUCA, volatile et plein d'autres mots que j'ai complètement oubliés parce que je suis fatiguée, mais dans un monde extrêmement changeant comme celui dans lequel on vit, peuplé et surpeuplé, en tout cas rythmé par des crises qui font que les cartes se redessinent en permanence, etc. Ce qui était valable hier n'est plus nécessairement valable aujourd'hui. Avec la conséquence que l'environnement business, les recettes business et les conséquences des mêmes actes qui ont fonctionné par le passé deviennent subitement inconnus. Et donc, on n'est plus dans une logique de business management, donc de gestion de business, ce qu'on apprend dans les MBA, les gens qui aiment se bomber le torse en disant « je suis MBA ». J'ai MBA. Aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, ce dont les entreprises ont besoin, c'est de faire du business design pour la simple raison que ce qui a fonctionné hier n'a aucune garantie de fonctionner
demain. Dans le contexte du business design, la première chose qu'il faut comprendre, c'est ce qu'est un business model. Un business model, c'est quoi? C'est le schéma, hein, qui dit modèle, dit quelque chose de visuel, c'est le schéma de la manière dont une entreprise crée de la valeur pour sa cible, délivre cette valeur qu'elle a créée et capture de sa cible la contre-valeur, généralement de l'argent. Mais parfois, c'est plus complexe que ça. Mais à la fin de la journée, il faut de l'argent. Donc, à un moment donné, il y a de l'argent qui doit aller quelque part. Mais on parle de valeur. On ne parle pas encore de revenus ni de profit, mais de valeur. C'est quoi maintenant l'innovation de business model? C'est le fait, lorsqu'on parle des 4 dimensions d'un business model, donc le what, le who, le how et le why, c'est le fait de modifier au moins 2 dimensions d'un business model existant. D'accord. J'espère que le rappel a été suffisamment clair pour tout le monde et je donne la parole, ou je rends la parole, je ne sais pas, à Maxime. Tout à fait. Alors, on va remonter maintenant un petit peu dans le temps, hein, jusqu'en 1889. Et à laquelle a été fondée Nintendo. Je prends mes pop-corn. Attends, je prends mes pop-corn. Ça est là, j'ai commandé ça. Madame, là, ma chérie. Alors, pourquoi c'est intéressant de dire? Parce que Nintendo, comme vous voyez, est une très vieille entreprise qui a passé beaucoup de crises et qui a survécu. Alors, par quoi ils ont commencé? Au début, ils faisaient des cartes. C'était un fabricant de cartes à jouer. Donc, des jeux de cartes, hein, des jeux de cartes japonais, mais ils produisaient aussi des jeux de cartes occidentaux. Et ils ont connu en fait une première crise existentielle parce que les jeux de cartes ont été principalement utilisés par les yakuza. Donc, les yakuza, ce sont les mafieux japonais, hein, qui gèrent tout le pan du marché noir, des trafics, etc. Et du coup, les gens honnêtes, on va dire, se sont détournés des jeux de cartes parce qu'ils associaient ça au crime, à la criminalité. Et donc, Nintendo a vécu une première crise, donc, il y a très longtemps, a essayé de s'en sortir en se lançant dans les taxis, mais aussi dans des sachets de riz instantanés, avant de revenir aux jeux, aux jouets en général, et jusqu'au moment où est arrivé un monsieur très important pour des centaines de millions de joueurs de jeux vidéo, c'est monsieur Gunpei Yokoi. Alors, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Et vous n'êtes pas obligé de retenir ce nom par cœur. Et vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais ce monsieur est non seulement l'inventeur des premiers jeux électroniques qu'on verra bientôt de Nintendo, mais aussi du Game Boy et là, ça sort largement de Nintendo, de la croix multidirectionnelle les jeux vidéo. Sur les manettes. Donc, vous voyez les jeux vidéo, les manettes, il y a une petite croix là pour aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Ce monsieur a inventé cette croix. Avant, on avait un joystick. C'était un bâton là qu'on tenait et qu'il fallait bouger comme ça. C'était moins pratique, il faut bien le dire, sinon on l'aurait sans doute gardé. Et donc, ce monsieur, il avait une théorie, une philosophie plutôt, qui était basée sur la pensée latérale. Alors, la pensée latérale, c'est quoi? C'est en fait une technique de résolution de problèmes où on va aborder les problèmes sous plusieurs angles, nouveaux ou en dehors du cadre habituel, au lieu de se concentrer sur la manière classique de faire. D'accord. Donc, c'est de la résolution créative de problèmes en dehors du cadre habituel. Je dis entre parenthèses, c'est un des fondements du business design. Hein. Voilà. D'accord, la pensée latérale. Alors, et cette pensée latérale, il l'a associée à autre chose, à savoir aux technologies dépassées. Alors là, j'insiste, technologie dépassée. Pourquoi? Parce que quand on est dans la technologie, on a l'impression qu'on doit toujours être plus technologique que la technologie.
Je te dis. qu'on doit être à la génération d'après-demain et que ce qui était encore à la pointe hier, en fait, est déjà trop vieux, est déjà obsolète. Ah ouais, nous on connaît ça, oui, oui. Et ça, c'est un travers que les techniciens connaissent bien. Et les codeurs aussi. Et les codeurs aussi. Je te dis. Eh bien, Gunpei Yokoi, lui, il a dit non. Pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête avec les technologies dernier cri? Les technologies dernier cri qui coûtent un pont à développer, qui coûtent un pont à fabriquer. Hein? On y reviendra, mais quand dans l'électronique, il y a des puces, hein? Il y a des processeurs. Ces processeurs, plus ils sont puissants, et plus ils coûtent cher, et plus ils sont rares, et plus ils sont difficiles à fabriquer. Oui. Donc, la philosophie de ce monsieur, elle a été mise en pratique. Un jour, il était dans le métro et il voyait un homme d'affaires en train de jouer avec sa calculatrice pour passer le temps. Oui. Et il s'est dit, mais tiens, ce serait bien quand même si les hommes d'affaires comme ça, ils avaient pour le métro des petits jeux électroniques qui ne prennent pas beaucoup de place. Parce que, bon, un homme d'affaires japonais, il y a quand même un certain statut. On n'a pas envie d'avoir l'impression qu'on est dans un Luna Park. Et donc, il s'est dit, tiens, on pourrait faire quelque chose avec ça. Malheureusement, à l'époque, Nintendo n'avait pas les ressources de développer des jeux électroniques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher un fabricant de calculatrices, donc une calculatrice comme celle que vous voyez là. Et ils se sont dit, mais en fait, cet écran LCD, là, basique, hein, on pourrait en faire un jeu. Et de la même façon que des commandes de calculatrice font s'afficher certains points noirs sur l'écran de la calculatrice avec des chiffres, ça pourrait être d'autres choses. Et c'est comme ça que sont nés les Game & Watch, la première gamme de jeux électroniques de Nintendo. Alors, pour ceux qui ont vécu à cette époque, vous vous souvenez peut-être de Donkey Kong, hein, oui. Le singe qui balance des tonneaux avec, Mario qui essaye de délivrer la princesse déjà à l'époque. Et puis la suite où c'est le fils de Donkey Kong qui voulait libérer son père des griffes de Mario qu'il avait capturé. Bref. Tout à fait. C'était le tout début. Et ça, c'est venu donc d'un gars dans le métro qui joue avec sa calculatrice et de ce Gunpei Yokoi qui s'est dit, mais enfin, on n'a pas besoin de faire des trucs incroyables. Si le jeu est bien, si le jeu est captivant et que vraiment on a envie de jouer à ça, ça marchera. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que non seulement ils ont inventé ces Game & Watch en 1980, si je ne m'abuse, mais ça a été aussi la technologie, enfin l'approche derrière le Game Boy. Oui. Le Game Boy, pour ceux qui s'en souviennent, est resté en noir et blanc pendant plus de 10 ans, alors que la console portable de Sega à l'époque, la Game Gear, était en couleur. Ah ça n'a pas empêché le Game Boy d'être un hit, mais complètement incroyable, qui a eu une durée de vie de presque 15 ans. 15 ans, alors que toutes les consoles ont une durée de vie entre 5 et 10 ans parce qu'elles sont rapidement dépassées. Mais le Game Boy, avec ses pixels lamentables hein, par rapport à ce qu'on s'attend aujourd'hui, a fait 15 ans. Presque 120 millions d'exemplaires vendus de ce petit boîtier qui n'a pas bougé pendant tout ce temps. Mais tu vas nous expliquer le secret. Exactement. Parce que tout cela, c'est un business model qui est vraiment puissant. Et vraiment on va d'abord parler de la norme. Très puissant. On va d'abord, évidemment, parler de la norme. Hein. Mais donc, le business des jeux vidéo, en général, c'est... Ah, on a justement les mots que je recherchais, mais en français. Volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Ah, voilà. Je l'ai en anglais, mais je voulais vous le dire en français. Merci Nathalie. Merci Nathalie, qui est dans le membre de la team développement personnel. Ah, si le Game Boy peut laisser la place au business model, on sera content. Donc, le business model de base, on va dire, des jeux vidéo, il s'adresse d'abord à ce qu'on appelle des hard gamers.
les hard gamers, c'est ces joueurs pour lesquels on fabrique des fauteuils exprès pour eux, des fauteuils tellement confortables qu'on peut y passer 24 ou 48 heures d'affilée pour jouer à des jeux super compliqués, au graphisme super réaliste. On a l'impression vraiment d'être dans un film. Et tout ça nécessite des machines puissantes avec des cartes graphiques vraiment de dernier cri. Tout à fait. Et évidemment, tout cela coûte très cher à produire. Produire une console, ça coûte très cher. Et d'ailleurs, si vous regardez la dernière PlayStation, par exemple, se vend pour la modique somme de 1200 à 1300 euros. Voilà. Ouais. Ça, c'est le business model de base des jeux vidéo. Maintenant, comment est-ce que Nintendo a retourné ce business model? Mais, comme je l'ai dit, simplement en n'allant pas chercher des technologies de pointe et le dernier cri des puces, des cartes graphiques, des écrans, etc. Non, on va prendre plutôt les puces qui ont déjà quelques années, oui, qu'on trouve par millions sur les marchés asiatiques, hein, oui, qui sont entreposés chez des revendeurs. On en a plein pour pas cher. Et avec oui. ça, on va faire des consoles pas chères, avec des graphiques de base, mais avec des jeux fun. Des jeux fun et des jeux tellement fun qu'en fait, ils ne vont pas s'adresser que aux jeunes hommes qui sont dans la vingtaine et célibataires, comme les jeux pour les hard gamers, hein, ces jeux une demi-vie pour arriver au bout et avoir plusieurs diplômes universitaires pour comprendre toute leur complexité. Non, on va faire des petits jeux fun où vraiment on est entraîné dedans, et qu'on soit une adolescente et pas seulement un garçon, ou un senior, oui, ou une maman, eh bien, on prend du plaisir à jouer à ces jeux. Et ça, cette manière de retourner la force, les points forts de son adversaire contre lui-même, c'est ce qu'on appelle le business model de l'aïkido. Alors, on dirait, on n'arrête pas de rester au Japon, mais ici, ça s'y prête. L'aïkido, c'est un art martial dans lequel on utilise la force de son adversaire pour la retourner contre lui. Et donc, pas besoin d'être le plus grand, le plus fort. Il vous approche et veut vous frapper. Vous vous disposez habilement et hop, d'un habile effet de levier, vous le passez par-dessus votre épaule en n'ayant eu besoin du dixième de la force qu'il allait utiliser contre vous. Et donc, sa force devient sa faiblesse. Et donc, sa force devient sa faiblesse. Ce qui est exactement le cas qui est du jeu vidéo, où Nintendo, que ce soit avec le Game Boy et la NES et la Super NES à l'époque, que ce soit avec la Wii. Et avec la Wii, à l'époque, donc c'est en 2006, hein, mais les jeux étaient de plus en plus réalistes chez les autres fabricants de consoles. Et puis voilà, Nintendo qui arrive avec un petit bâtonnet senseur qui, au niveau technologique, n'était vraiment pas quelque chose de compliqué et qui était beaucoup moins cher à développer que des cartes graphiques et des puces surpuissantes. Mais qui était plus empathique pour la majorité de la population. Exactement. Et donc, je vais juste rappeler, quand Mario Bros est sorti, ma maman, quand elle jouait et qu'elle voulait faire sauter Mario, hein, elle sautait avec la manette. Donc, déjà à l'époque, nos mamans sautaient avec les manettes. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, cette intuitivité de bouger les manettes en fonction des mouvements qu'on voulait faire était déjà dans la population des joueurs de Nintendo. Et cette empathie qu'ils ont eue pour leurs joueurs s'est retrouvée dans les manettes de la Wii. Petite parenthèse que je ferme. Ok. Et donc, ce qu'ils ont fait à chaque fois, c'est des jeux plus simples, des jeux fun, qui sont faciles à jouer en toutes circonstances et sans être obligé, comme je disais, de faire un baccalauréat pour apprendre toutes les combinaisons de touches, hein, et tout ce qu'il y a à savoir pour arriver au bout, et qui peut être joué aussi bien par des personnes âgées, des enfants, toute la famille. Oui. Ça, c'est ce qui fait que Nintendo vend 2 à 3 fois plus de consoles
que les autres à chaque fois qu'ils les sortent. Ouais. Mais pas que, parce qu'il y a évidemment plein d'autres avantages à tout ça. Comme je l'ai dit, ça coûte beaucoup moins cher de fabriquer des consoles comme Nintendo le fait. Ce qui fait que non seulement Nintendo vend ses consoles au quart ou à la moitié du prix de ses concurrents, oui, mais alors que ses concurrents perdent de l'argent à chaque console vendue, ils les vendent en dessous du coût de production et puis ils espèrent se rattraper sur les jeux. Nintendo fait du profit sur chaque console qu'il vend, alors qu'il les vend entre la moitié et le quart du prix. Le résultat, des consoles moins chères pour les clients aussi. Et du coup, Nintendo, sur les 40 dernières années, a vendu plus de 800 millions de consoles. Alors, ça ne veut rien dire comme ça, mais en fait, c'est plus de la moitié du total de toutes les consoles vendues. Okay. C'est-à-dire que Nintendo a vendu plus de consoles tout seul que tous ses concurrents réunis depuis Atari, pour ceux qui ont connu Atari à l'époque, jusque Microsoft et sa Xbox maintenant. Sur les 20 consoles les plus vendues de toute l'histoire, 10 sont de Nintendo. Wow. Et le résultat, avec la Wii, quand ils ont sorti la Wii, oui, ils ont triplé la valeur de leur action et ils sont devenus la deuxième entreprise la plus profitable du Japon après Toyota. La plus profitable. Profitable, hein? Donc, ceux qui gardent dans la poche après avoir payé leurs charges, etc. etc. Wow. Et là, on a parlé, même si c'est l'aspect le plus important, que de la technologie. Parce que au-delà de ça, bon, aussi évidemment du public auquel Nintendo s'adresse, ça fait partie de leur approche technologique aussi, mais surtout de leur approche qui consiste à faire des jeux fun, des jeux pour tout le monde, etc. Oui. Mais attention que Nintendo sait que ce n'est pas suffisant. Nintendo sait que ce n'est absolument pas suffisant s'ils veulent être au top et s'ils veulent rester profitable quoi qu'il arrive. Oui. Parce que Nintendo a été au top avec la Game Boy, avec la NES, il a été au top avec la Wii, il a été au top avec la Switch, mais à chaque fois, les autres reviennent. Oui. Parce qu'ils en vendent moins, mais ça coûte plus cher, ça leur fait plus de revenus. Et puis, il y a les jeux et le fait que, évidemment, maintenant, Sony et Microsoft ne sont pas des entreprises qui font que du jeu vidéo. Oui. Ils font plein d'autres choses. Tout à fait. Et l'autre chose aussi, que maintenant, le jeu vidéo est majoritairement sur téléphone et plus avec les consoles. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que Nintendo sait qu'il doit constamment aller plus loin. Innover, toujours. Et ça, c'est Laetitia qui va nous en parler. Alors, je fais encore un intermède. Pour ceux d'entre vous qui ont une Wii à la maison ou qui ont déjà observé une Wii, je suppose que vous aurez vu la similitude entre la manière dont la Wii se présente, donc debout, toute belle, slick, vraiment magnifique à regarder, et un Mac. Donc, réfléchissez un petit peu. Alors, que fait une entreprise qui veut être le Apple de son secteur? Elle voit comment Apple fait. Elle fait deux choses. Elle regarde Apple, évidemment, ouais. Et elle comprend qu'il faut une nouvelle innovation de business model au-delà de l'expérience de marque. Parce qu'on a parlé d'expérience de marque, et quand vous regardez la Wii, et si vous regardez bien l'expérience que vous avez avec la Wii, si vous avez un Mac, vous verrez que c'est à peu près le même type de logique. L'intuitivité que Nintendo a décidé de mettre avec la Wii, c'est la même intuitivité que Apple a décidé de mettre à disposition de ses clients et qui fait toute sa différence indépendamment de sa part de marché. On avait dit il y a quelques webinaires que Apple a la plus haute part de profit. Nintendo aussi a la plus haute part de profit. Quand vous regardez le design, vous comprenez qui il copie. Et quand on veut bien copier Apple, on comprend que l'innovation de business model n'est pas quelque chose de figé qu'on peut garder juste comme ça et se dire on va gagner jusqu'au bout. Comme Maxime vient de le dire, ils ont fait une deuxième
innovation de business model. Alors, pour parler de cette deuxième innovation de business model, il faut, encore une fois, comme Maxime l'a fait, parler de la norme. La norme, parmi les autres fabricants et distributeurs fabricants de consoles, c'est de vendre dans les magasins. Vous allez dans un magasin de gamers, vous allez dans un supermarché, vous allez à la Fnac ou autre, vous trouvez votre console, vous dépensez, je ne sais pas si c'est 1500, 700, je ne sais même plus combien c'est aujourd'hui, en tout cas beaucoup d'argent, vous rentrez chez vous avec, ça a été pratique, c'était disponible, c'était là. Les gamers, qu'ils soient casual, pas casual, etc., ils seront contents s'ils vont dans les magasins chercher leur console. Donc, la majorité des fabricants de jeux vidéo et de consoles de jeux vidéo passaient par un réseau de distributeurs et faisaient de la vente en magasin. Alors, ils en tiraient un avantage, évidemment. Hein, ils ne faisaient pas ça sans y réfléchir. L'avantage qu'ils en tiraient, c'est que les distributeurs eux-mêmes assumaient une partie des coûts de promotion. Hein, quand vous arrivez dans la Fnac et que c'est la première chose que vous voyez avant même de trouver l'entrée, vous ne savez pas où aller, mais vous voyez seulement la PS5. Je te dis. Donc, les distributeurs assument une partie des coûts de promotion, hein, ça c'est une promotion en magasin, et de la logistique, puisque vous dispatchez par milliers vos consoles à des endroits clés, et ce sont les distributeurs qui se débrouillent pour les écouler et qui prennent aussi le risque de perte, de vol, de cassure, etc. etc. Tout à fait. Donc, c'est pas anodin. Hein. Ils n'étaient pas stupides, les autres vendeurs de consoles, d'avoir décidé de faire ça. Et ça facilitait la vie des clients de pouvoir trouver ça dans le magasin dans lequel ils ont l'habitude de faire les autres courses de ce type. Absolument. Maintenant, Nintendo s'est dit, on est dans la logique d'expérience complète à la Apple. On va contrôler l'expérience et on va être en mode vente directe. Ça va diminuer nos coûts, on n'aura pas d'intermédiaire, on fera tout en ligne et les gens viendront sur notre plateforme. Pour deux raisons. Simplement parce qu'il n'y a pas moyen de les acheter ailleurs. C'est une bonne raison. Mais aussi parce que sur notre plateforme, ils vont être invités à avoir certaines expériences que les distributeurs, les distributeurs des autres consoles n'offrent pas nécessairement. Alors, l'avantage pour Nintendo, c'est que, évidemment, toutes les commissions des intermédiaires, ils n'avaient pas à payer. Mais en plus, et ça, c'est extrêmement important quand vous voulez faire de l'innovation, c'est de comprendre les comportements de vos propres clients. Et lorsque vous avez votre propre plateforme, vous pouvez voir presque au millimètre les comportements d'hésitation, etc., de vos clients et de vos prospects. À quel moment ils arrêtent d'acheter, pourquoi ils arrêtent d'acheter, pourquoi, comment, etc. En général, quand vous mettez les choses en place correctement, vous pouvez aussi obtenir toutes ces données. Et donc, ça, c'est encore une force de Nintendo grâce à une seconde innovation de business model. Et là, dans cette innovation de business model, vous voyez à l'écran D2C. Hein, on aime bien utiliser des mots barbares, mais on préfère les expliquer. D2C, ça signifie Direct to Consumer. Donc, vente directement au consommateur final. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit parce que vous avez toujours la possibilité de passer par des intermédiaires pour des raisons qui vous regardent et ça peut être pertinent aussi. Mais lorsque vous allez directement vers le consommateur, vous avez aussi des avantages de le faire de cette manière-là. Et quand vous parlez d'e-commerce, en fait, vous parlez de direct to consumer en termes de business model. D'accord ? Évidemment, quand on est Nintendo et qu'on veut vraiment se distancer de tous les autres, on comprend qu'un business model, une fois qu'il est là et qu'il démontre son succès, eh bien, c'est d'autres concurrents qui arrivent et qui essaient de copier, puisqu'il est là. Chez Pinchasa, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de ne pas se contenter du business model parce que c'est un des piliers. Le deuxième pilier, c'est de créer une identité et une expérience de marque qui sont tellement uniques et empathiques que personne ne voudra aller ailleurs. Mais il n'est jamais mauvais de renouveler son innovation de business model ou faire comme Nintendo l'a fait, ajouter de nouvelles briques à son innovation de business model. Et cette nouvelle brique que Nintendo a ajoutée, à ton avis, c'est quoi? La nouvelle brique. Écoute, tu sais, je sais pas, c'est avec le
Je sais pas. Avec la. C'est pas la Switch? Non. Non, 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 non. Non, c'est en termes d'expérience. Je sais pas. C'est une des choses que les Africains utilisent le moins. Ouais. Parce que c'est extrêmement immatériel. Ouais. Et c'est très difficile à valoriser. Et pourtant, lorsque vous parvenez à le valoriser, oui. Vous pouvez, sans nécessairement produire plus, gagner plus. Et Nintendo a compris ça. Tanti, il faut me dire. Ah, Tanti, il ne faut pas attendre trop longtemps. Nous, on veut les bonnes choses. Alors, je vous le donne. Là, il n'est pas passé de la norme à sa norme à lui en changeant 2 éléments. Il a simplement ajouté une brique. Et là, comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir, tout est en rouge. Le what, le who, le why et le how. C'est en fait le licensing. Le licensing, en quoi ça consiste? Vous avez un succès avec quelque chose. Oui. Là, les jeux vidéo, le fameux Mario, le fameux Luigi, la fameuse princesse, c'est quoi? C'est princesse Léa? Peach. Mais la princesse, c'est comment? Comment elle s'appelle, la princesse? C'est Peach. La princesse, c'est Peach? Oui. Ok, peu importe. Le champignon, etc. Oui. Vous avez des héros et vous avez des grands succès sur vos jeux. Mais qu'est-ce que vous faites? Des produits dérivés. Les produits dérivés, c'est même pas Nintendo qui doit les faire et prendre le risque de la production, de l'échec, de ceci, de cela. Non. Nintendo se contente de faire des contrats de licence, c'est-à-dire des contrats où elle donne l'autorisation à des entreprises d'utiliser les personnages et d'en faire quelque chose d'autre. Des films, des t-shirts, des figurines, des pins, etc. Évidemment, des pins. Et donc, ces fabricants de produits dérivés, eux, quel est leur intérêt de le faire? C'est que lorsque vous savez qu'une série de gens vont acheter un produit parce qu'ils sont déjà fans de ce que ce produit représente, eh bien, vous avez des revenus garantis. Et donc, c'est un win-win. Nintendo n'a pas besoin de faire plus de consoles ou de vendre plus de consoles. Ils ont simplement besoin de regarder lequel des jeux a le plus de succès. Oui. Et bingo. Et bingo. Alors, Maxime va démontrer par A plus B à quel point c'est bingo. Je te le laisse, Max? Oui. Alors, ce que vous voyez là maintenant, vous voyez qu'il y a 3 colonnes. Et vous voyez que la première, c'est Pokémon. Pokémon, ouais. Alors, si vous vous posez la question, oui, Pokémon, c'est un produit Nintendo. Ouais. Pokémon. C'est quoi encore? En quoi ça consiste encore, les Pokémon? Alors, c'était un jeu vidéo et c'est aussi un jeu vidéo en réalité augmentée. C'est-à-dire que des Pokémon Go, là. Pokémon Go, vous les cherchez dans la ville et on va en parler. Avec le smartphone, hein? Avec le smartphone, tout à fait. Pokémon est la plus grosse licence de médias du monde. Waouh! 110 milliards de dollars de revenus. C'est beaucoup plus que Star Wars. Alors, à titre de comparaison, Star Wars, 70 milliards. Batman, 30 milliards. Les Simpsons, 15 milliards. Pokémon, 110. 110. Juste avec ce jeu, bon, évidemment, qui a été plus qu'un phénomène de société. Hein. Ah ouais. Mais on prend ce qui marche et on le donne en licence. À titre d'information, Mario, c'est 55 milliards. Rien que Mario. Rien que Mario. Ce qui veut dire que juste avec Pokémon et Mario, ils ont 165 milliards de revenus. Ouais. C'est pas possible. Sans devoir créer de produits supplémentaires. Exactement. C'est de la réutilisation de choses qui ont déjà fonctionné, produites par d'autres, qui leur donnent un pourcentage à titre de licence. Et donc, ici, on arrive tout doucement au bout de notre webinaire d'aujourd'hui, qui aurait pu en fait durer plusieurs jours. Oui. Parce que là, on vous a parlé de 3 innovations de business model de Nintendo, mais en fait, ils en ont 15. Oui. Rien que dans Pokémon Go, ils ont ajouté de l'expérience, ils ont fait si vous vous souvenez,
quand on a fait le webinaire sur Amazon, on vous a parlé de ces marchés double face et de ces marchés de plateforme. Bien, en fait, dans Pokémon, les commerçants pouvaient faire de la pub pour attirer les gens chez eux et avoir un Pokémon chez eux. Ouais. Et donc, les gens venaient chez eux chercher un Pokémon. Mais je te dis, et puis ils arrivaient chez eux. Et ils pouvaient consommer. Et donc, le nombre de business models que Nintendo a exploité au long de sa longue vie, et ce n'est pas fini, est juste sidérant. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, ben, on vous invite évidemment à retourner voir les webinaires précédents où on a parlé aussi de la digitalisation, parce que quand ils ont fait des jeux électroniques, ils ont en fait digitalisé des jeux. Donc, c'était déjà une transformation de business model. Quand ils ont amené la Wii, mais ils ont amené une expérience physique au-delà de l'expérience digitale, avec Pokémon et tous les héros, les personnages de leur jeu. Oui. Ils offrent des licences et génèrent encore des revenus. Et ce n'est pas tout. Alors, on ne va pas vous en dire plus maintenant, mais c'est un petit teasing pour le prochain webinaire. Oh oui, tonton, faut allonger, tonton, faut allonger. On peut leur dire c'est qui est le cas. Ce sera Disney. Ce sera Disney. Et c'est donc dans un mois que vous aurez l'explication finale de pourquoi Nintendo est en fait un croisement entre Apple et Disney. Oh. Oui, exactement, merci Max, la punch là. Croisement, Nintendo, un croisement entre Apple et Disney. Ouais. Et à propos de Apple, Laetitia en a parlé un petit peu tantôt, je vais revenir à ce business model de l'aïkido qui est vraiment, encore une fois, on trouve essentiel pour la communauté technologique qui est celle de 10 000 codeurs. Quand Apple a sorti son iPod Shuffle, oui, l'iPod Shuffle était un appareil électronique sans écran, genre avec un bouton. Un seul. Il n'y avait même pas moyen de savoir le titre de ce qu'on écoutait. Non, juste le bouton. Il n'y avait même pas un petit écran basique. Non, rien. Ils ont retiré l'écran. Simplification. Est-ce qu'on fait ça quand on est technologique? Eh bien oui, en fait, on le fait. On le fait si on met le curseur de ce qui est important ailleurs. Et évidemment, on ne va pas revenir ici sur la fabuleuse histoire de l'iPod, mais c'est tout ça pour vous dire, Apple l'a fait aussi. Ne pas aller là où tout le monde faisait, tous ceux qui faisaient des lecteurs MP3, c'était à qui avait les écrans les plus brillants et les plus lumineux et clignotants. Apple fait un iPod Shuffle sans écran. Problème réglé. Fin d'histoire. Ça a l'air d'être fou comme ça, mais ce n'est fou que si on ne sait pas comment on crée un nouvel objet selon les méthodologies design. Le premier élément de la méthodologie design, c'est quand même l'empathie. L'empathie, c'est pas juste un sentiment, c'est une technique. C'est un ensemble de techniques pour essayer de découvrir ce qui est important pour les gens et ce qui est moins important pour les gens, pas n'importe quels gens, les gens qu'on veut viser. Tout à fait. C'est la première étape. Ensuite, on essaye de voir dans quelle mesure il y a un problème à délimiter pour lequel on doit trouver des idées qu'on peut lancer vraiment dans tous les sens. Et ensuite, on fait un prototype. L'iPod Shuffle, et on le teste. L'iPod Shuffle, il n'est pas sorti du jour au lendemain sans qu'il ait été testé. Oui. D'accord? Il est sorti après avoir fait l'objet d'un long process de recherche utilisateur, ensuite de ce qu'on appelle une phase d'idéation, ensuite une phase de définition, de prototypage,
de tests, peut-être des itérations successives, et ensuite seulement, lorsque les retours des utilisateurs tests étaient meilleurs que d'autres, alors ils se sont dit, OK, on va faire ça et on va l'annoncer à tout le monde. Mais comme Apple fait tout ça en secret et que la plupart des entreprises font ça en secret, les entrepreneurs sont persuadés, surtout en Afrique, qu'il faut d'abord tout déclarer. Là. En grande pompe. On est le plus grand, on est le premier. Non, test. Dieu, on va faire. On va faire, oui. Ils ne disent même pas on va faire. On dit, nous allons devenir, dans 2 ans, nous deviendrons les meilleurs. Voilà. On a signé aujourd'hui un partenariat qui, dans 2 ans, donnera d'incroyables résultats. Non, tu fais ce que tu as à faire en respectant les méthodologies design. Tu testes, ça fait partie des méthodologies design. Tu itères, et puis tu vois si ta fameuse technologie est ce qu'il faut à ton public, tellement qu'il est prêt à te donner plus d'argent que ce que ça te coûte de créer cette technologie pour lui. Ah ouais. Non, nos frères là, vraiment, les frères là, faut écouter les hommes. Dis, oui, je vais devenir le plus grand, je vais devenir le plus fort dans 2 ans. Donnez-moi seulement 6 mois. Voilà. Donc, il y a ceux qui font ça et puis il y a ceux qui testent tranquillement et qui ne font qu'améliorer ce qu'ils ont à améliorer. Et évidemment, le succès, hein, je suppose que maintenant c'est devenu clair pour vous, le succès n'est jamais le fruit d'un hasard. Il est le fruit d'un ensemble de stratégies mises sur pied et implémentées d'année en année, de mois en mois, souvent dans le plus grand des secrets ou sans les projecteurs sur soi, et selon des méthodes scientifiques. Les succès entrepreneuriaux ne sont jamais le fruit du hasard. C'est de la science. Il faut connaître cette science. C'est pas de la science qu'on apprend en MBA, c'est peut-être de la science qu'on va bientôt apprendre dans l'académie de Pinchasa qui va bientôt naître. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Académie Pinchasa. En tout cas, c'est quelque chose qui a déjà fonctionné pour d'autres. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des choses à connaître, à apprendre et à appliquer pour soi, quelle que soit l'échelle de son business. Nintendo n'a pas eu cette logique parce qu'ils étaient multimilliardaires. Ils ont eu cette logique pour devenir multimilliardaires. Ouais. Ça, il faut le retenir. Ah non, moi j'ai... Non, là, je suis mon popcorn, là, même, je n'ai même pas touché. C'est... Un popcorn, là. Ma chérie me dit, mais chérie, tu m'as demandé popcorn, ça est là. Ah non, c'est du très, très lourd, hein. Très lourd. Ah, moi, j'ai adoré l'année. C'était bourré d'anecdotes. Bon, les amis, commentez, hein, commentez. Commentez, là. On va bientôt finir. Dites-nous ce que vous avez pensé. Paul, Achille, Serge, dites-nous ce que vous avez pensé. Toujours lourd, voilà. Pinchasa, toujours lourd. Nathalie Victorin, qui est magnifique, qui est dans notre équipe développement personnel. Ah, franchement, moi, j'ai halluciné. Hein. J'ai beaucoup aimé la phase où ce monsieur-là qui regardait qui voulait en fait proposer, qui a constaté, et ça c'est le côté empathie peut-être, hein, si je reprends en fait la méthodo, il a constaté que les hommes d'affaires en fait s'ennuyaient un peu en fait dans les transports. C'est ça. Oui, exactement. Et qui jouait avec une calculatrice. Oui, en plus, c'était une calculatrice avec laquelle il jouait, ouais, tout à fait. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il voyait que les gars jouaient avec une calculatrice et il s'est dit, bon, c'est un peu, il y a peut-être moyen de leur proposer quelque chose de meilleur, quoi. Exactement. L'observation fait aussi partie des techniques utilisées dans le cadre du business design. Eh ouais, l'observation. Donc ça, c'était vraiment super. Et vous m'avez dit que la croix, là, c'est vrai, la croix... Non, mais attends, vous avez dit trop de choses, hein. Non, là. Et pourtant, on en a tellement enlevé. Oui. La vérité, vous avez dit trop de choses. La croix, là, ça a remplacé le joystick. Oui. Et c'est lui qui l'a inventé. Ouais. Et c'est ce monsieur qui l'a inventé. Ouais. Mais c'est vrai, quand j'y pense, Nintendo, donc là, vous avez montré qu'en fait, ils écrasent le game, quoi. Parce qu'ils sont en business model innovation. Ouais. C'est ça. Ah, on vous a dit beaucoup de choses. On n'en a pas parlé, mais la Switch est la première console qui est à la fois de salon et portable. Par exemple, oui.
C'est-à-dire que vous jouez dans votre salon et puis vous dites « Ah zut, je dois partir. » Eh ben, c'est pas grave. Continue. Vous pouvez continuer à jouer. Ouais. Et les autres détails par rapport à l'aïkido et aux technologies moindres, Oui. il y a les puces, mais il y a la RAM. La première, c'était laquelle? Oh là là. Donc, ce que tu veux dire, c'est quoi? Oui, que les consoles Nintendo à la base n'ont pas de disque dur, ont une RAM 20 fois moindre que les autres consoles et des puces 4 à 5 fois moins puissantes. Donc, c'est vraiment tout qui est à l'avenant et qui fait que, ben oui, non seulement c'est pas cher, mais en plus, ils gagnent de l'argent dessus. C'est dingue, dingue. Parce qu'ils vendent de la valeur, le type de jeu que tu peux faire, pas de la technologie. Donc la technologie, ça reste important parce que sans technologie, Nintendo ne serait pas parvenu, par exemple, à faire des senseurs. Oui. Mais ce n'est pas toujours la plus grande technologie qui gagne. C'est celle qui correspond le mieux au public qui est visé. Non, et il n'y avait super. pas de jeu pour les casual gamers. Maintenant, il y a des jeux pour les casual gamers. Ouais. Waouh. Alors, on a des commentaires de Ange Carrel qui est du côté de la Côte d'Ivoire. Je salue Ange Carrel qui nous annonce qu'elle est future ambassadrice. Ange Carrel, ça, c'est une info que tu me donnes là. Hein. Donc, tu te prépares. Hein. Alors, c'est super intéressant parce qu'on a à peu près, 150 personnes qui ont fait l'écrit du passeport. On en a aujourd'hui 25 qui ont le passeport. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y en a peut-être 400 ou 500 qui sont en train de se préparer, quoi. Et donc, Ange Carrel fait partie de ces personnes qui sont en train de préparer le passeport. Alors, je confirme que c'est la préparation. Nous, on sent chez Gimme Coder que là, on est en train, avec la nouvelle approche qu'on est en train d'avoir, qui est la fameuse un emploi en 3 étapes, où justement, on permet en fait à chaque jeune, donc il y a un côté inclusif, en même temps, on vise l'excellence. Voilà, on se rend compte qu'on s'adapte à des gens qui n'ont pas d'argent, même il y a des anecdotes, hein, même pour avoir les vidéos, le mec, il 500 francs par jour, il cherche comme ça. Quand il peut trouver 500 francs par jour, il dit non, on a des histoires qui sont top. En tout cas, moi, je suis très content. Il y a Nathalie, les heures passées sur Mario. Donc, il y a vraiment des témoignages qui sont très, très intéressants. Donc, salut. Il y a Paul qui nous dit c'est super. Merci, Paul. Donc, en tout cas, vraiment, je suis très, très content. Et là, vous m'avez dit, là, la fin, là, le croisement entre Apple et Disney. Disney. Mais vous, là, vous lisez ça où, là? Comment ça se passe? Hein? C'est notre métier. Non. Donc, vous avez vu, les amis, c'est du très, très lourd. Grosse dédicace à Pinchasa. Moi, je suis très content et je suis très fier de vous connaître parce que, franchement, nous, chez Gimme Coder, on s'en rend compte. Hein. Je vous rappelle que Pinchasa a aidé Gimme Coder à avoir un message plus simple. Et ça nous a aussi appris à se remettre en question et donner vraiment… Je crois que c'est la simplicité qu'on a retenue. Hein. En tout cas, nous, notre équipe… on regarde encore parce qu'on a gardé des sauvegardes du site internet il y a 2 ans, 1 an et demi. Les pages comme ça. C'est les pages que nous on se dit, il n'y a que nous qui pouvons lire ces pages-là. Alors que maintenant on est beaucoup plus simple. Et j'ai eu un retour, là j'ai des retours, hein. Les gens nous disent, mais Douglas, je sens que vous avez évolué au niveau du site, hein. C'est plus simple, c'est plus clair, c'est moins touffu, c'est moins chargé. Et depuis qu'on a mis les graphes, depuis qu'on a mis les cartes, la cartographie des pages, même sur Analytics, je vois que les gens restent plus longtemps sur le site. L'empathie, hein? Ah ouais, non, c'est… Partir du point de vue de ton visiteur plutôt que de toi-même. Non, c'est top. Alors, on arrive, 21h, nickel. Mot de la fin. Quel est le mot de la fin, nos amis de Pinchasa? Moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit, mais quand vous pensez technologie, pensez d'abord innovation dans l'intérêt d'une cible qui n'est pas assez servie. Si c'est la technologie qui va vous permettre de la servir, allez-y. Si ce n'est pas nécessairement la technologie qui va vous permettre de mieux la servir, alors ne misez pas tout sur la technologie. Mais en tous les cas, misez tout sur l'innovation de business model, parce que ça, dans tous les cas, ça a toujours porté ses fruits.
Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce mot de la fin. Maxime? Moi, je vais alors donner un petit exemple sur le continent africain de technologie dépassée qui non seulement est encore utilisée, mais vraiment ne l'est pas assez par rapport à son potentiel d'inclusion de pans beaucoup plus grand de la population. Oui. C'est le USSD. Ouais. Oui. Le USSD est utilisé par tous les opérateurs. On peut faire les paiements mobiles avec ce genre de choses. Mais évidemment, on pourrait en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses si suffisamment de gens s'y intéressent et développent des applications qui peuvent résoudre des problèmes des gens. Parce que tout le monde n'a pas accès à Internet. Et tous ceux qui peuvent avoir accès à Internet n'ont pas forcément l'argent pour avoir Internet ou le téléphone pour avoir Internet. Par contre, le USSD passe partout où il y a un téléphone. J'ai pas envie de refaire un cours aujourd'hui, mais il y a déjà des cas de succès africains au moment où ils ont switché vers l'USSD. Alors évidemment, avec les startups africaines, c'est pas toujours facile d'obtenir des chiffres à ce stade-ci, mais si on parvient à en obtenir dans les prochains mois, on sera ravis de... Félicitations, Félicien. Je crois qu'on sera ravis de nous pencher sur les succès USSD du continent africain, si on trouve suffisamment de données, parce que c'est vraiment le plus difficile avec les entreprises africaines, c'est de trouver des données fiables. Waouh! Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai lu dernièrement un article sur, justement, tu sais, Kiro Games. Oui. Apparemment, ils nous ont dit, je crois que j'ai lu il y a une semaine, qu'ils ont utilisé l'USSD justement pour une innovation dans les paiements. Et apparemment, ils peuvent. Parce qu'en fait, le problème, pendant qu'on joue, le problème du paiement avec les jeux, c'est que tu payes pendant que tu joues. Ah ouais, ok. Et donc, ils ont trouvé apparemment une méthode qui permet de, quel que soit le pays dans lequel tu es, bah, tu peux, grâce à l'USSD, pouvoir payer quasiment en temps réel. Donc, j'ai lu ça il y a une semaine. Ah, ben, c'est alors le deuxième cas que j'ai vu passer. Mais oui, très intéressant. On va aller voir de ce côté-là. Super. En tout cas, merci à nos amis, nos experts de Pinchasa. Je vous rappelle, les amis, que Pinchasa, ils ont un site internet. Ils sont présents sur les réseaux et en particulier, ils ont un réseau qu'ils affectionnent. Donc, vous le savez, c'est Insta. Et ils nous ont parlé aussi d'une académie. Alors, vous nous en avez déjà parlé. Alors, bon, on n'est pas trop en dehors de notre heure. Vous pouvez nous en dire un petit peu parce que vous en avez parlé. C'est encore trop secret, mais la meilleure chose à faire pour en savoir plus à ce stade-ci, c'est de vous inscrire à notre newsletter. OK. Qui se trouve disponible sur notre site. Super. Ou tout simplement de nous suivre sur LinkedIn, parce que c'est vraisemblablement là que vous risquez d'avoir le plus d'informations de ce type. Excellent, excellent. Alors, les amis, je vous invite. Alors, j'en profite quand même pour parler un petit peu de votre site. Parce que, les amis, vous savez comment est-ce que nous, on a été inspirés pour faire plus simple? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous allez sur le site de Pinchasa. Il a encore changé peut-être, hein, mais… Quand vous allez sur le site de Pinchasa, une des caractéristiques, c'est que le site de Pinchasa, quand vous arrivez, il n'y a pas trop de choses. En fait, tout est là. C'est simple. Et puis, vous avez un message ici. Blindez votre entreprise. Ah ouais, là, c'est blindez votre entreprise contre la prochaine crise grâce aux méthodologies design. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a toujours des choses simples, toujours. Ah, on ne t'entend plus. Inception. On n'entend plus Douglas. Ah, là, c'est mieux? Ah, là, on t'entend. Ouais, effectivement, c'est ma machine, en fait, qui déconne un peu. Okay. Donc, je disais que sur le site de Pinchasa, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous, sur le site, chaque fois que je vais sur votre site, c'est vrai que ça fait quelques semaines que je ne suis pas allé, et je vois que là, ça a changé. Il y a ce côté simplicité dans ce qu'on voit, en fait. Donc, quand on va sur votre site, par exemple, là, je partage. Et là, voilà, on est sur le site de Pinchasa.
Les choses sont très simples. Blindez votre entreprise contre la prochaine crise grâce aux méthodes design. La dernière fois, c'était l'icône avec le ninja, là. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc là, ici, des chiffres. Il y a un côté très scientifique, il y a un côté sobre, avec toujours des phrases simples. Ça, j'aime bien. Vous voyez, c'est mignon, les patates, là. Patates avec le parapluie. Voilà, c'est vraiment mignon. Alors, pour la newsletter, comment on peut savoir pour la newsletter? Je crois qu'elle est tout en bas de la page, tout en bas. Voilà. OK, donc voilà, la newsletter ici. Donc là, il suffit de s'inscrire à la newsletter ou bien, si vous préférez LinkedIn ou autre, il vous suffit de nous suivre sur LinkedIn ou Instagram ou excellent. En tout cas, vous tapez @Pinchasa et vous nous trouverez un peu partout. Super. Alors les amis, on vous dit bye bye. Bye bye à nos amis Pinchasa et bye bye. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle aventure, une nouvelle étude de cas. Bye bye. Ciao. À dans un mois. Ouais, à bientôt. Merci. Le futur est là. Nous sommes prêts. Et vous? Une nouvelle méthode, une approche unique,